Bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous accueillir ce soir dans le cadre du cycle Mardi de l'École des Chartes, qui est le cycle, vous le savez, consacré à l'actualité éditoriale des chartistes. Et dans ce contexte, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir donc Bertrand Joly, historien contemporanéiste, ancien élève de cette maison, professeur émérite à l'Université de Nantes, l'un des plus grands spécialistes actuels de la Troisième République et en particulier de l'affaire Dreyfus. Cher Bertrand, il me faut signaler également le fait que tu as été pendant plusieurs années membre du jury d'histoire contemporaine du concours d'entrée de l'École des Chartes et en 2021, président du jury des thèses de cette école, l'année même de notre bicentenaire. Alors je suis très heureuse de t'accueillir ce soir pour une conférence intitulée « Le boulangisme et ses témoins », une conférence dont le titre fait écho à la parution récente de ton dernier ouvrage, qui est ici même, présenté d'ailleurs sur la banque, un ouvrage intitulé « Aux origines du populisme, histoire du boulangisme, 1886-1891 », qui vient de paraître donc chez CNRS Éditions en 2022. Alors dans la conférence que tu nous proposes ce soir, le boulangisme et ses témoins, on reconnaît bien, il me semble, dans ce choix de titre, l'angle chartiste attaché à savoir d'où l'on parle, quelles sont les sources qui permettent d'aborder un sujet. Et c'est bien, d'ailleurs, il me semble plus généralement, le parti pris principal de ton livre, cher Bertrand, grâce à un état complet des sources disponibles, jamais réalisé, je crois, sous cette forme, je tiens à le souligner, des sources ensuite finement analysées. Le but est vraiment de renouveler totalement l'approche d'un mouvement politique à la fois connu et méconnu, peut-être plus méconnu d'ailleurs que connu, tant la bibliographie sur le sujet avant ton livre, qui va vraiment faire date, puisque ça va vraiment une synthèse tout à fait complète et remarquable, était finalement limitée, et les clichés, en revanche, extrêmement nombreux, légion même, dirais-je. Donc à propos de ce qui fut sans doute la première crise majeure de la République installée, tu peins dans ce livre le tableau d'une société fâchée avec le pouvoir et ses élites, déçue par les élections et cherchant le moyen de leur exprimer les diverses formes de son mécontentement. Voilà qui n'est assurément pas sans entrer quelque peu en résonance avec l'époque qui est la nôtre. C'est donc là un très grand livre, en même temps que très dense, 800 pages tout de même, bien serré, mais vraiment une synthèse qui va, je me permets de le répéter, vraiment faire date, et dont je te remercie d'avoir accepté de nous faire partager ce soir quelques aspects à l'occasion de cette conférence. Donc bienvenue à toi et encore merci pour cette conférence. Et merci Michel. Est-ce que le micro marche? Vous m'entendez? Bon, vous criez si ce n'est pas le cas. Bien, bonsoir à tous, merci d'être venus. Je ne m'attendais pas à une assistance qui est quand même assez nombreuse pour un sujet qui peut paraître a priori un peu austère, qu'il est peut-être, je l'espère, un peu moins qu'il n'en a l'air, vous en jugerez vous-même. Alors, mon livre est paru en février et vous l'imaginez, depuis, j'ai dû en parler beaucoup, faire des conférences à la radio, dans les séminaires à la Sorbonne, à droite à gauche, même aller au fond de l'Ariège pour en parler. Et comme vous vous en doutez, mon propos était toujours un peu répétitif. J'expliquais ce qu'était le boulangisme, point à la ligne, enfin je tentais de le faire. Et je me suis dit que pour parler à l'école, à l'endroit où l'on apprend à manier les sources, il faudrait peut-être être un peu original. Et donc j'ai décidé d'attaquer mon sujet sous l'angle de ces témoins. Et à partir de cet exemple, avoir une réflexion, rassurez-vous, un peu limitée sur ce que font les sources de l'histoire politique et la façon dont l'historien qui croit les dominer est dominé par elles dans bien des cas. Et le boulangisme, je crois, est un bon exemple d'une sorte de mirage des sources, selon l'expression consacrée, qui a quelque peu, intoxiqué serait un peu excessif comme mot, mais il y a de ça, qui a trompé les historiens. Alors, je vous propose de procéder en 3 temps, le fameux plan en 3 parties cher à tous les intellectuels. D'abord, présenter ces sources,
Je contredis un peu Madame la directrice, je n'ai pas tout vu, parce que de toute façon c'est impossible, est exhaustif et est hors des forces humaines. Donc présenter les principales sources. Deuxièmement, insister sur ce phénomène de tromperie que les sources exercent. Et puis ensuite tenter de présenter très sommairement une image du boulangisme peut-être, à mon avis, à mon humble avis, plus conforme à la réalité. Alors, les principales sources, je simplifie, je les classe en deux catégories. Les témoins, ceux qui ont vu et qui s'expriment. Et puis, les sources indirectes, en gros, ceux qui débattent, commandent d'un côté, et d'autre, les documents qui ont été élaborés dans un but autre que de témoigner sur le boulanger, de l'attaquer, de le défendre ou de le commenter. Alors, sur ces documents autres, je vais être assez rapide, ils sont d'ailleurs bien connus. J'en retiendrai surtout trois, il y en a beaucoup d'autres, mais trois principaux. Les premiers sont importants, ce sont les résultats électoraux et leurs grandes lacunes. Aujourd'hui, quand vous voulez savoir les résultats de l'élection présidentielle, vous allumez à 20h le dimanche soir la télévision, vous avez une estimation qui en général est globalement vraie à quelques centièmes de points près. Il en va tout autrement à la fin du XIXe siècle. Et j'ai plusieurs fois grondé mes étudiants en leur disant « Où avez-vous pris vos résultats ?» Et ils m'ont dit dans les journaux. Je dis c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Les seuls résultats à prendre en compte sont les résultats officiels. Ceux que le service des archives de l'Assemblée nationale, de la Chambre des députés, comme on dit à l'époque, publie tous les 4 ans pour l'ensemble de la législature. Eux seuls font foi. Eux seuls sont à prendre en compte. En outre, à l'époque, les contemporains ne s'intéressent qu'aux produits finis de l'élection. Les produits finis, c'est l'Assemblée, élue ainsi. Ils ne s'intéressent pas aux voix. Ils ont tort, me direz-vous, mais c'est comme ça. Ce n'est qu'à la fin du siècle, du XIXe siècle, qu'on va commencer à réfléchir très lentement sur la signification que sont des transferts de voix, des reports, sur le fait que peut-être la majorité de la Chambre n'est pas toujours aussi représentative de l'opinion qu'elle l'affirme. Donc nos ancêtres ne s'intéressaient pas au mouvement des voix et ils avaient tort car le boulangisme montre bien que ce mouvement a une importance. L'autre grande source, c'est le témoignage des diplomates, ce qu'on appelle la fameuse collection des documents diplomatiques français, publié par le Quai d'Orsay régulièrement depuis fort longtemps, et qui est une sorte de sélection de tous les échanges de correspondance entre Paris, le Quai d'Orsay, et les ambassades et consulats à l'étranger. Et nous avons aussi le pendant allemand, dit grosse politique, etc., que les Français ont eu la bonne idée de traduire en français, et donc on a les deux points de vue, Bismarck et le gouvernement français, et ça permet de mesurer l'ampleur du mépris de Bismarck pour le général Boulanger. Et puis enfin, il y a une source à laquelle on ne songe pas assez, ce sont les cours de la bourse, qui sont un témoignage extrêmement précis, parfaitement cynique si vous voulez, mais très précis sur l'opinion que les milieux d'affaires ont de la vie politique. Et qui montrent que dans le cas de Boulanger, ils n'ont pas été beaucoup perturbés par cette aventure qui paraissait quasi révolutionnaire sur le moment. Mais je vais aujourd'hui m'intéresser davantage aux témoins, et il y en a 3 principaux. L'homme politique, bien sûr, le journaliste, c'est parfois le même, et puis le policier. Alors, l'homme politique, où s'exprime-t-il ? Eh bien, d'abord dans les journaux, j'y reviendrai en parlant des journalistes, il s'adresse d'abord au Parlement, quand il est élu député ou sénateur. Et il est bien certain que quand le journal officiel publie tous les matins le compte-rendu sténographique des débats, il produit une parole très remaniée, ce qu'on souvent sous-estime. En effet, les sténos d'abord rendent présentables quelques noms d'oiseaux, parfois un peu vifs, dans la chaleur des débats. Et donc, espèce de crapule devient « monsieur, vous vous trompez », enfin c'est toujours très édulcoré. Et puis, les auteurs des grands discours eux-mêmes viennent le soir après dîner corriger les épreuves de leur discours. Et ce qui fait que au JO, les députés parlent tous très bien.
on n'est pas sûr que c'était toujours le cas dans la réalité. Ensuite, c'est une parole encadrée par des usages, par des rites, par des calculs aussi pour le fond. Et c'est l'intérêt de ceux qui savent s'évader de ces contraintes. L'intérêt de Clémenceau, notamment. Clémenceau, qui est, à l'époque, depuis la mort de Gambetta, le meilleur orateur de la Chambre sans doute, et qui, lui, sait s'élever au-dessus d'un petit ronron, parfois un peu tranquille, et dont l'éloquence est réellement tranche sur celle des autres. L'homme politique s'exprime aussi dans son parti. Alors vous savez qu'à l'époque, il n'y a pas de parti au sens contemporain du terme. Il faut attendre la loi de 1901 qui oblige toute association à se doter de statut pour que les partis se constituent et forment des associations réelles, légalement reconnues. Et sur ce point, la France a un retard extrême par rapport à ses deux grands voisins, l'Allemagne et l'Angleterre. En Angleterre, dès les années 70, le début, c'est 1872, très exactement, le parti libéral, les Whigs, ont commencé à se doter de structures extrêmement efficaces pour encadrer les électeurs et prendre en main l'opinion. Rien de tel en France, où les partis sont plutôt des familles, des tendances, des agglomérats, très souvent disparates. Il y a donc plusieurs états-majors parallèles pour le même parti, ce qui complique beaucoup les choses. Prenons l'exemple du Parti royaliste, qui va être un des grands protagonistes de l'affaire boulangiste. Qui commande? Eh bien, tout le monde. En théorie, c'est le prétendant. Le prétendant qui est en exil depuis une loi de 1886, il est en Angleterre, il a autour de lui une petite cour, et vous savez combien les cours en exil ont un effet trompeur sur le prétendant. Le prétendant est représenté à Paris par un représentant accrédité, officiel, qui est censé parler en son nom et commander le parti. Il ne commande pas grand-chose en réalité. Parce qu'en fait, il y a à côté de lui d'autres rivaux. Et les premiers, ce sont les parlementaires, qui tiennent leur autorité non pas de la parole du prince, mais de celle des électeurs. Et qui sont extrêmement jaloux de leur indépendance et qui en plus sont divisés. Il y a un groupe parlementaire royaliste au Sénat, il y en a un autre à la Chambre, mais il y a aussi à la Chambre un autre groupe conservateur mélangeant royalistes et bonapartistes. À l'époque, on n'est pas obligé d'adhérer à un seul groupe, on peut adhérer à autant qu'on veut. Et ces groupes aussi ont leurs idées sur la question et une très grande autonomie de comportement. Et puis il y a les comités parisiens, dont le président, Ferdinand Duval, est également une forte personnalité et ne cesse de mettre des bâtons dans les roues aux représentants du prince. Et puis enfin, il y a peut-être surtout les journaux, les rédactions des journaux, qui ont également leur autonomie et qui mènent leur politique. Un journal comme Le Gaulois, qui est le porte-parole de l'aristocratie. Le Gaulois, dirigé par Arthur Meyer, joue un rôle important dans le boulangisme pour le lancer et pour accroître la mainmise royaliste sur ce mouvement. Alors on a donc ce qui filtre des débats internes au parti est extrêmement flou. Ce sont des confidences plus ou moins sincères, des allusions que l'on trouve par la suite dans les lettres, dans les mémoires publiés. Ce qu'on sait, c'est que la plus grande pagaille règne dans tous les partis, sans exception, y compris les partis de l'ordre comme les bonapartistes, qui sont peut-être celui qui est le plus divisé, puisque le père et les fils se disputent le titre de prétendant officiel. Mais même comme dans le parti boulangiste, le comité républicain national, on le sait, vit dans une irréalité permanente, un mensonge permanent, où les vraies questions ne sont jamais abordées. Par exemple, que fera-t-on au pouvoir? Quel est le programme? Ça n'a jamais été abordé par les boulangistes. Quid de l'alliance avec les royalistes, qui n'est pas avouée, mais qui est subodorée. Les hommes politiques s'expriment aussi dans les comités, dans les réunions, les meetings. Alors, me direz-vous, ça c'est une parole publique, vraie, libre. Oui, certes, mais un policier a estimé qu'à l'époque, il y a à Paris, tout parti confondu, environ 20 000 militants. Ceux qui y croient, ceux qui militent fortement. Toujours les mêmes. Ce sont eux qui vont dans les réunions. Ce sont eux
qui y vont pour contester l'orateur ou pour l'appuyer. Ce qui fait que les paroles des orateurs sont sans surprise, ils savent à qui ils parlent. Ils savent ce que le public attend, et en général, c'est également très répétitif comme éloquence. La propagande, bien sûr. Les affiches, peut-être plus lues à l'époque qu'aujourd'hui, probablement. Les tracts, les chansons. La chanson de rue est encore un art qui a de beaux restes. Les bibelots, les pipes boulangers, les nœuds de cravate, les épingles à cravate boulanger, le camembert boulanger, les bretelles boulanger, etc. Il y en a pour tous les goûts. Les boulangistes ayant poussé très loin ce médium, comme on dirait aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est efficace? Il est difficile de le dire. Les chansons que j'ai lues, j'en ai lu beaucoup, les tracts que j'ai lus sont extrêmement médiocres, dans la forme comme dans le fond. Je crois que cela compte quand même, dans la mesure où cela crée l'ambiance, le bruit de fond. Les boulangistes ont réussi, et ça c'est leur grand succès, à en quelque sorte occuper, voire saturer l'espace médiatique, avec un déluge de propagande qu'aucun autre parti n'a réussi à imiter. Autre médium, c'est ce qu'on appelle le Baraudet. Alors, M. Baraudet est aujourd'hui totalement oublié, ce qui est fort dommage, car il a eu une idée, il était député radical de la Seine, il a eu l'idée, et a fait accepter par la Chambre, l'idée qu'après chaque élection, une commission serait nommée pour récolter la profession de foi de tous les élus. Ainsi, disait Baraudet, qui était un peu naïf, ainsi les élus auront constamment sous les yeux leurs promesses, leurs engagements. Et cela les rendra loyaux à leurs électeurs et fidèles à leurs paroles. Ils se trompaient totalement. Alors, que peut-on tirer du Baraudet? Certains historiens en ont tiré de fort savantes conclusions. Je suis beaucoup plus sceptique. Car dans la profession de foi d'un député, il y a des passages obligés. Ce qui relève du parti et un peu de sa routine, demander la séparation de l'Église et de l'État, en 1885, tout le monde à gauche le fait, en sachant que ça n'a aucune chance d'aboutir. Mais c'est dans la doctrine du parti, notamment du parti radical, donc on le met. Je pense que les électeurs, et c'est peut-être sans doute vrai encore aujourd'hui, est plus sensible à la musique qu'aux paroles de cette profession de foi. C'est l'ambiance, le ton, une façon de parler, plus qu'un catalogue de mesures dont certaines n'ont encore une fois que peu de chances d'aboutir. On ajoutera le journal intime. Certains hommes politiques tiennent un journal intime, alors on ne l'apprend qu'après, bien sûr, mais ce sont parfois et souvent même des documents extrêmement précieux, notamment celui du marquis de Breteuil, qui est un des royalistes, un des conjurés royalistes, celui qui mène l'alliance avec les boulangistes. Les correspondances, celle de Ferry est passionnante. Et on constate que dans leurs écrits intimes, les hommes politiques sont toujours plus nuancés ou plus violents qu'en public. Il y a une liberté de ton qui est appréciable. En se souvenant qu'un homme comme Boulanger ment en permanence dans ses correspondances, y compris à ses amis. Alors, que retenir de tous ces témoignages à chaud, si je puis dire? Eh bien, je vous l'ai déjà dit, la répétitivité inlassable des débats. Ce sont toujours les mêmes arguments qui paraissent et qui sont réfutés. Plus étonnant, une très grande incompréhension du monde politique face au boulangisme, qu'il soit favorable ou hostile. Et, par conséquent, un grand manque de lucidité sur ce phénomène et sur leur propre comportement. Les républicains manquent de lucidité sur leurs torts. Ils en ont. Ils ont une responsabilité forte dans l'essor du boulangisme, par leur faute. Les boulangistes, eux, ne sont pas très lucides, c'est moins qu'on puisse dire, sur les aspects très douteux de cette aventure, de cette campagne, sur les questions d'alliance, les questions d'argent. Ce qui veut dire que les uns par espoir, les autres par peur, tous se sont intoxiqués. Les boulangistes ont gonflé leur succès en disant, voyez, le pays est avec nous. Leurs adversaires les ont d'abord minimisés, puis après les ont plutôt maximisés pour crier au loup, sonner le tocsin et serrer les rangs. D'où le consensus des contemporains à l'arrivée, le boulangisme a été un danger
formidable, il aurait pu prendre le pouvoir. Notez que Boulanger lui-même ne s'est pas exprimé, ou fort peu. Il s'est contenté de signer les lettres, les traités, les affiches de candidature, les discours même qu'il a fait à la Chambre, qui étaient tous rédigés par d'autres personnes de son entourage. J'ajouterai les témoignages tardifs, les mémoires. Mais vous savez combien il faut critiquer les mémoires à toute époque. La sincérité n'est pas un gage de vérité, loin de là. Le temps qui passe, la volonté de donner une image, sinon correcte, du moins acceptable, de son comportement, tout ceci fait que les témoignages tardifs, les mémoires sont extrêmement suspects, mais néanmoins fort précieux. Et puis il y a les romans. Maurice Barrès a publié, longtemps après, en 1997, Les Déracinés, et puis après L'Appel aux soldats, il a dressé du boulangisme une image grandiose, forte, puissante. C'est un écrivain, un vrai écrivain, mais totalement imaginaire. Et même, je l'ajoute, totalement fausse, et auquel beaucoup d'historiens se sont parfois laissés prendre. Je n'insisterai pas davantage, je reviendrai un peu tout à l'heure si j'ai le temps, sur les coulisses du boulangisme, un grand déballage sordide entre boulangistes après la défaite finale, où on révèle toute l'ampleur des questions d'argent et l'alliance secrète prétendue telle avec les royalistes. Le journaliste maintenant. Vous savez que la presse est régie à l'époque par la loi de 1881, la grande loi qui libère la presse, qui la libère peut-être un peu trop, car la presse atteint souvent un niveau de violence dans l'injure qui est parfois pénible et dont certains républicains eux-mêmes se peignent. Jules Ferry l'a dit à plusieurs reprises, la liberté n'est pas la licence et la presse va trop loin. Mais la loi voulait protéger les journaux du pouvoir politique. Et on peut dire qu'elle a atteint son but en considérant que l'entreprise de presse était une entreprise comme les autres. Vendre un journal était comme de vendre des pantalons. Le problème, c'est que ça ne libère pas la presse du pouvoir économique. Et les questions d'argent vont prendre dans la presse française une importance essentielle. La vénalité, c'est le mot, il est fort mais il est juste, la vénalité de la presse française est proverbiale. Même les plus grands journaux, les plus sérieux, même le Temps, ne craint pas de tendre la main. Quand les soviets prendront le pouvoir en 1917, ils découvriront dans les archives de l'ambassade de Russie à Paris tous les registres de subventions aux journaux parisiens pour placer les emprunts russes. Ils les publieront même, en partie. La presse est vénale, très vénale. Et par conséquent, les journalistes doivent tenir compte de cette réalité. Et les méthodes qu'ils déploient sont parfois très contestables. On en a bien exemple à l'époque du boulangisme avec le général Dubarail, président des comités bonapartistes, qu'un journaliste vient interviewer chez lui, mais le général est malade, il est alité, il ne peut pas recevoir le journaliste. Qu'à ça ne tienne, le journaliste rentre chez lui, écrit les questions et les réponses et publie tel quel. Et on a d'autres exemples de ce type de procédé. Vous savez que le journaliste n'a pas de statut. Quand il rend son article à son rédacteur en chef, celui-ci peut le jeter, y submettre son propre nom, il peut l'amputer, il peut lui faire dire le contraire de ce que voulait dire l'auteur. Le journaliste est un employé comme les autres, que l'on peut mettre à la porte de jour au lendemain sans aucune garantie. Il faudra attendre, vous le savez, la grande loi de 1935 et la convention collective qui suit pour que les journalistes soient protégés dans leur conscience face à des changements de ligne, par exemple, de leur journal. Donc le journaliste n'écrit pas toujours ce qu'il veut. Néanmoins, il y a de grandes plumes à l'époque. Vous connaissez Rochefort, bien sûr, Paul de Cassagnac. Mais attention, ces grandes plumes, plus tard Drummond, Jaurès, Clémenceau, ces grandes plumes ont un fonds de commerce et doivent s'y tenir. Rochefort il vend de la fronde, il vend des injures, il traite tout le monde de vendu aux Prussiens, ce qui est la base de son vocabulaire, et c'est ça qu'on attend de lui. Quand il a bien secoué les ministres, les lecteurs sont contents. Mais évidemment, c'est une parole forcément également un peu encadrée par des contraintes économiques.
La presse, n'oubliez pas, est acteur autant que spectateur. C'est les journaux qui ont lancé le boulangisme, qui l'ont gonflé, qui l'ont permis de prospérer, qui lui ont donné une existence. Ce n'est pas pour rien que le premier soin de Boulanger, ministre, à peine nommé ministre, il arrive rue Saint-Dominique, et aussitôt, il crée un bureau de la presse, qui n'existait pas, afin d'alimenter les journaux parisiens en articles à sa gloire. Il avait compris que le monde des médiatiques, comme on dit aujourd'hui, était décisif dans le monde, dans l'essor d'une carrière politique. Alors venons-en aux policiers, et là je vais y insister pas davantage, parce que ce sont les policiers qui, je crois, donnent avec beaucoup de précaution l'information peut-être la plus sérieuse, contrairement à ce qu'on a parfois dit. Je parle de la police politique, pas de l'agent de police dans la rue qui fait la circulation, non, la police politique qui n'existe pas en théorie et qui existe bien sûr en pratique. Elle est exercée par deux organismes concurrents, la préfecture de police et la Sûreté générale, qui dépendent tous deux du ministère de l'Intérieur, qui ne communiquent pas alors qu'elles surveillent les mêmes individus. La garde des polices est une vieille, très vieille histoire. Le préfet de police a autorité sur le département de la Seine, Paris et la Petite Couronne, plus quelques communes de Seine-et-Oise, comme Enghien. Pourquoi Enghien? Parce qu'il y a un casino, il y a un champ de course, et que ces endroits attirent toujours une faune qui a besoin d'être un peu surveillée. Le but du préfet de police, sa mission, c'est assurer l'ordre à Paris où se font les révolutions. Tenir Paris, c'est une question de survie pour tous les régimes. C'est pourquoi le préfet de police a des moyens énormes, en argent, en locaux, en hommes. Il a à sa disposition le quadrillage, les 80 commissariats de quartier qui quadrillent Paris. La sûreté, elle, couvre tout Paris, toute la France, mais avec des moyens extrêmement réduits, voire dérisoires de bien des cas. À Paris, au niveau central, il y a une petite brigade d'inspecteurs, quelques dizaines d'inspecteurs pour les missions délicates en général, c'est dont on ne parle pas. En province, il y a les commissaires spéciaux des chemins de fer. C'est une création de Napoléon III, un décret de 1855 qui crée 30 commissaires spéciaux, 70 inspecteurs. Ils seront près de 500 à la fin du siècle, preuve que l'institution est efficace. Ils sont chargés de l'ordre dans les gares. Leur bureau est dans la gare. Et ils doivent assurer l'ordre dans la gare et contrôler les passeports intérieurs, car depuis le début du siècle, tout Français sortant de son canton de résidence doit avoir un passeport intérieur. Or, bien entendu, le chemin de fer rend impossible cette institution. On ne peut pas arrêter le train chaque fois qu'on sort d'un canton pour vérifier les passeports de tous les voyageurs. Ce qui fait que le passeport intérieur tombe en désuétude pratiquement tout de suite. Mais les policiers, les commissaires spéciaux, eux, restent en place parce qu'ils se reconvertissent dans la police politique, la surveillance des groupes un peu agités. C'est une authentique police politique qui, d'ailleurs, est bien connue comme telle et détestée comme telle par ses victimes. Alors, comment travaillent les policiers? Eh bien, ils ont deux outils, le documentaliste et l'indicateur, le mouchard. L'essentiel du travail de la police, c'est un travail tout bête de documentation. Lire les journaux, tout simplement. Et ce qu'on appelle la littérature grise des divers comités et partis, les bulletins, les brochures, les tracts. Contrairement à une idée reçue, l'essentiel du renseignement policier est là. Dans cette mise en fiche systématique des journaux. Un exemple que j'emprunte à une période ultérieure, à la fin des années 30, tout l'appareil du Parti communiste est très bien connu et fiché par le préfet de police. Et rien qu'en lisant l'Humanité. Il suffit que l'Humanité annonce que la cellule de tel endroit se réunira et qu'on écoutera le citoyen un tel. Aussitôt, monsieur un tel est fiché. C'est une fiche minuscule. C'est fait de minuscules gouttelettes qui, rassemblées, finissent par faire une vraie mare. Et tout l'appareil communiste, encore une fois, est bien connu, et la police de Vichy saura se servir de ces fichiers. Moralité, n'écrivez jamais. Si vous souhaitez un jour conspirer contre le gouvernement et faire un coup d'État, ne créez pas de bulletin interne à votre groupe. C'est le meilleur moyen de vous faire prendre.
Il faut y ajouter bien sûr les coups téléphoniques, qui sont aussi vieilles que le téléphone et qui sont pratiquées largement à l'époque. On en a des exemples. Et puis la surveillance des courriers. Le cabinet noir est bien sûr interdit en théorie. En pratique, le gouvernement a parfois la main un peu baladeuse dans les sacs de courrier. Et il intercepte tous les télégrammes. Le bureau central de Paris a l'ordre d'envoyer à l'intérieur tout télégramme paraissant avoir un effet et un intérêt quelconque. Alors, les boulangistes le savent, les boulangers sont donnés un code. Les télégrammes de boulanger à ses amis sont codés. Le problème, c'est que la police a percé le code. Et bien sûr, elle ne peut pas l'avouer. Parce que c'est grâce à ça qu'elle a compris que Boulanger mentait quand il disait quand il était à Clermont, où il avait repris son métier de général, quand il disait qu'il ne s'occupait pas de politique. Il s'en occupe tout le temps, au contraire, et ses correspondances le prouvent. L'indicateur de police. Les dossiers de police sont remplis de ce qu'on appelle des blancs, qui ne sont d'ailleurs pas toujours blancs. Ce sont des rapports signés d'un nom de code, avec simplement une date. Parfois, pas assez souvent, hélas pour l'historien, parfois un commentaire du policier dans la marge. Alors, que contiennent ces blancs? Eh bien, des faits très précis, parfois très vagues, parfois de simples rumeurs. Alors, certains historiens regardent de très haut cette source impure, bien sûr. Ce sont des ragots rapportés par des mouchards, des traîtres, des gens méprisables, ou bien par de pauvres airs, mourant de faim et prêts à écrire n'importe quoi pour quelques francs. Je crois que cette méfiance systématique est excessive. Certes, les mouchards médiocres abondent. Ils colportent des rumeurs invérifiables, ou parfois les inventent. On les repère assez vite. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il est nécessaire, quand on travaille sur cette période-là, de s'immerger assez longuement dans les dossiers de l'époque. On apprend à connaître les indicateurs. On a leur nom de code et on voit ceux qui sont sérieux, qui donnent des renseignements fiables, crédibles, qui sont proches d'une source correcte, et puis ceux qui divaguent. Alors qui sont-ils? Eh bien, c'est un monde très hétérogène. Bien sûr, il y a le marginal, qui traîne dans les réunions, qui traîne dans les permanences des comités. Il y a le journaliste besogneux, vous savez, le pauvre journaliste qui parcourt les rédactions pour passer la copie payée à la ligne. Il y en a même dans les couloirs du Parlement, de ces gens-là. Il y a l'employé indiscret. Les groupes ont parfois des permanents, et certains bavardent un peu trop. Il y a l'adhérent de base, plus ou moins renseigné, qui veut se faire un peu valoir. Il y a parfois des cadres très haut placés, quand ce n'est pas le chef lui-même. On en a des exemples. Par exemple, dans les syndicats jaunes, en 1900, Paul Lanoir, le chef, est un indicateur, il est lié à la préfecture de police. Et Jules Guérin, chef de la Ligue antisémitique, l'est probablement lui aussi. Alors les motivations de ces gens-là sont très diverses. L'argent, forcément l'argent, qui est le premier moteur. Mais il y en a d'autres. Le désir de vengeance. Un adhérent auquel on a refusé une promotion interne, ou bien on lui a refusé une bonne circonscription pour le présenter. Très souvent des affaires d'argent entre militants, des affaires de femmes aussi. La perte de conviction, on n'a plus la foi dans l'idéal. Le désaccord aussi avec la ligne suivie. Un passé gênant, qui fait qu'on a un fil à la patte. Vous connaissez l'exemple bien connu de Marcel Giton, qui siégeait au comité directeur du Parti communiste pendant une partie de l'entre-deux-guerres. Et Marcel Giton avait été pris par la police sur les fortifs en galante compagnie et en galante attitude. Et donc il était tenu par la police. Tu parles ou bien on balance tout ce que tu as fait. Et donc il a parlé. Et pendant assez longtemps, tant qu'il a été membre du comité directeur, il a renseigné la police sur ce qui s'y disait. Vous savez qu'après, il a quitté le Parti communiste et les communistes l'ont liquidé en 1943 pendant l'occupation. Il y a aussi le cynisme. Certains d'entre vous ont peut-être lu un vieux roman d'André Monroy, Ni ange ni bête, que je vous conseille parce qu'elle raconte l'histoire, en s'inspirant d'un fait vrai, l'histoire d'un mouchard aussi. C'est le vrai, en vrai, s'appelait Delahoude. Delahoude était un des cadres du Parti républicain sous la monarchie de Juillet. Et c'était un mouchard.
Quand arrive février 1948, la Révolution, Caussidière, un des meneurs de l'aile gauche du Parti républicain, Caussidière se nomme lui-même tout seul préfet de police. Et il s'installe à la préfecture de police. Et avec ses amis, première chose qu'ils font est d'aller voir les dossiers, les concernant, bien sûr. Et dès qu'ils ouvrent, ils trouvent l'écriture de leur ami de Delahode, qui est convoqué, qu'on accuse d'être un mouchard, il nie, alors on lui met sous le nez sa propre prose. Là, il ne peut plus nier. Alors que faire de Delahode? Alors certains disent on va le tuer. C'est un traître. C'est un peu gênant quand même. Donc on le dit, il va se faire justice lui-même, on lui laisse un pistolet chargé, on le laisse tout seul, en disant que bon, tu t'en sortiras comme ça honorablement, sans bague. Mais Delahode n'a aucune envie de se suicider. Il refuse, alors finalement, on grimpe pas l'arbre, finalement on laisse partir. Après cette affaire, l'affaire Delahode, à la préfecture de police, les rapports seront recopiés pour la plupart du temps, pour qu'on ne puisse plus identifier la main qui a tenu la plume. Et tous les indicateurs recevront un nom de code, connu en général du seul policier traitant. Retenez que plus un mouvement est extrémiste ou moralement bas, plus il grouille d'indicateurs. La Ligue antisémitique de Jules Guérin est un véritable nid d'indicateurs de police. Il y en a presque autant que d'adhérents. Mais on en trouve aussi, beaucoup moins, chez les partis plus modérés. On dit même, je n'ai pas vérifié le fait, mais il se murmure même à l'époque qu'il y en aurait à l'archevêché de Paris. Au total, les indicateurs sont donc nombreux, notamment dans les comités de quartier, mais aussi à l'état-major. Le valet de boulanger est un indicateur, et son groom, Joseph, qui introduit les visiteurs de boulanger dans son bureau, Joseph, le soir, donne à la police la liste de tous les visiteurs. Une fois démasqué par boulanger, il ne n'ira même pas. Ces rapports sont-ils fiables? Jusqu'à un certain point. Un policier ne livre jamais ses sources, mais on arrive à identifier certains indicateurs, avec de la chance et de la patience. Par exemple, chez les blanquistes, il y a un indicateur qui travaille trop bien. Il assiste à toutes les réunions du comité révolutionnaire central et il donne la liste de tous les présents. Alors vous savez que de temps en temps, on peut être absent pour une raison X. Et un historien a un rôle donc pointer tous les présents, et à la fin, il y en a un seul qui n'est jamais absent. Donc c'est forcément lui, le mouchard. J'ai aussi trouvé sur un rapport une notation en marge d'un policier. Le rapport fait état du colonel Henry, un colonel de la Commune, qui était en exil à Londres, et le policier écrit en marge « Oui, Henry nous a parfois rendu des services. On ne peut être plus éloquent. » De façon générale, un rapport est comme une note de musique ou un sondage, isolé, il n'a pas de valeur. Il prend son sens dans une série. Donc, ils sont fiables, collectivement jusqu'à un certain point, avec beaucoup de précautions aussi. Mais c'est une source sans équivalent. En outre, à l'arrivée, les officiers de police, la préfecture ou la sûreté font des synthèses, et souvent remarquables. Je vous celle du temps du boulangisme m'ont étonné par leur qualité, par d'abord la qualité de l'information, par la modération du ton, et puis une certaine pénétration psychologique. Les policiers jugent très bien les gens auxquels ils ont affaire. Donc au total, la police est bien informée de ce qui se passe dans les camps un peu turbulents. Il y a des défaillances, bien sûr, et notamment, par exemple, la police comprend très tard, ce n'est qu'en février 89 à peu près, qu'elle comprend l'ampleur de l'alliance entre Boulanger et les royalistes. Mais au total, c'est une source essentielle, et j'avoue que j'ai une dette envers les policiers. Un exemple parlant, et j'en resterai là sur ce point, les comités de base du boulangiste, les comités de quartier ou d'arrondissement, que la police suit de très près. Les débats sont souvent extrêmement ennuyeux, d'un niveau très bas, et justement, par là, ils sont instructifs. Ils nous renseignent sur l'imaginaire du boulangiste de base, ses colères, ses espoirs, son aveuglement. Ça a des méfiances paranoïaques pour le pouvoir exécutif. Un ministre est un ennemi, par définition. Sa haine des gros, c'est toujours l'univers des petits contre les gros. Sa haine, c'est l'univers des sans-culottes ou des communards. Dans
tous les comités, quand on fait un programme, on y inscrit toujours suppression des trésoriers payeurs généraux et des gros traitements des hauts fonctionnaires. Ça, c'est une règle absolue. Et on constate aussi, et certains historiens auraient peut-être bien fait de s'en soucier, une absence totale de revendications sociales. Rien contre les patrons, aucune diatribe contre l'ordre social, alors qu'on l'attendrait plus tôt. Bref, nous avons une information très abondante, même après un tri qui doit être énergique. Et aussi des lacunes. Un exemple, le Panthéon. Vous ne savez pas ce que c'est que le Panthéon? C'est le grand fichier des personnalités de la Sûreté Générale. Toute personne un peu connue fait l'objet d'un dossier. Il y a l'équivalent d'ailleurs à la préfecture de police. Et je parlais un jour avec Robert-Henri Broutier, qui était universel, vous le savez, et qui était longtemps professeur dans cette école, et qui m'a assuré, qui m'a dit, j'ai vu à la Libération, peu après la Libération, au ministère de l'Intérieur, j'ai vu le Panthéon, j'ai vu le dossier d'Édouard Herriot. Ce dossier n'a jamais été versé par la suite. Donc il y a des lacunes, il y a eu des tris. À la préfecture de police, je me souviens très bien avoir revu dans le bordereau de versement le dossier Karl Marx, il est écrit, on a rajouté au crayon BIC, repris par le préfet de police en 1935. On n'a jamais revu le dossier de Karl Marx, ce qui est bien dommage. Alors j'en viens maintenant au conditionnement que tout cet amas de sources peut provoquer. Les boulangers, je vous l'ai dit, et leurs adversaires ont eu tendance à surestimer le danger. C'est du moins la thèse que je défends dans mon livre. Ils l'ont surestimé et ont été d'accord pour le présenter comme un danger majeur. Ils ont agi par intérêt, comme je l'ai dit, mais aussi, je crois qu'il y a 3 moteurs principaux à cet emballement. Et d'abord, j'y ai déjà fait allusion, le tintamarre médiatique du boulangisme. Les boulangistes ont fait beaucoup de bruit. Ils ont occupé tout l'espace et sur ce plan-là, ils ont gagné la bataille des médias. Grâce à des méthodes nouvelles de communication, propagande à la fois massive, insistante, parfois insupportable même, et simplifiée. En général, il y a la tête de boulanger ou sa silhouette, il y a son nom et un slogan, dissolution, révision constituante. On n'argumente plus, alors qu'à l'époque, la vie politique a une tenue que nous pourrions parfois lui enlever de ce point de vue-là. On argumente, sérieusement, on débat, sérieusement. Les boulangistes, eux, non. Le message doit être minimaliste, pour frapper, mais il doit être obsédant, sans cesse répété encore. Boulanger avait un don pour la communication, incontestable. Il n'était pas un bon orateur, ce n'était pas un grand esprit, mais il avait un don qui est très difficile d'expliquer. Il savait parler à l'interlocuteur, il savait faire parler de lui. En outre, il avait à côté de lui un ancien camarade de Saint-Cyr, Dillon, qui avait vécu aux États-Unis, qui avait vu les campagnes électorales américaines où l'argent tient un rôle essentiel et qui avait compris qu'avec beaucoup d'argent et beaucoup d'insistance, on pouvait arriver à conditionner en partie l'opinion publique. Deuxième cause de cet emballement, l'incompréhension. Je vous l'ai dit. Les contemporains ne comprennent pas. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un ovni politique. Les républicains le réduisent, parce qu'ils ne savent pas comment l'interpréter, à une simple réédition criminelle du bonapartisme. En fait, les boulangistes en font une noble croisade d'émancipation contre le parlementarisme. Les royalistes y voient une occasion offerte par le ciel de faire enfin la restauration. Les blanquistes, eux, y voient une occasion de faire la révolution. Toutes ces versions sont partielles et donc inexactes. La troisième raison, c'est le parisianisme. Tout ce petit monde vit dans Paris, surchauffé, chauffé à blanc. Il est vrai, la fête boulangiste a été une réalité à Paris. Manifestations dans la rue, des bagarres, polémiques incessantes, nombreux rassemblements devant la Chambre des députés, enfin la place de la Concorde, et la classe politique baigne dans ce bain effervescent. Et forcément, tous ceux qui ont témoigné en ont été marqués. Ils n'ont pas réussi à comprendre qu'en province, eh bien, la température est beaucoup plus calme. Et ils n'ont pas compris, les boulangistes non plus, que depuis la Commune, Paris ne fait plus la loi à la France. Et peut même se trouver à contre-courant totalement du reste du pays. Le chaudron
politique a fait tourner la tête à la classe politique et aux témoins qui en sont issus. Et les historiens ont repris ce qui paraissait évident, et on les comprend un peu. Devant un tel consensus, il était difficile de s'en abstraire. Un parfait exemple de mirage des sources. Il en ira 10 ans plus tard, il en ira de même pour l'affaire Dreyfus, qu'on présente comme une quasi-guerre civile, alors qu'en province, la température est restée beaucoup plus calme qu'à Paris. Or, les sources autres que les témoignages ne concordent pas avec le consensus des historiens et des témoins. Encore une fois, il ne s'agit pas de nier l'importance de Boulanger, c'est un épisode extrêmement important, mais il s'agit de le voir tel qu'il fut et non pas tel qu'on l'a décrit. Un bon exemple, les résultats électoraux. On nous décrit Boulanger comme plébiscité, une succession d'élections triomphales jusqu'à l'apothéose de la scène en janvier 89. Quand on regarde de près les choses, eh bien oui, il y a des succès incontestables, brillants, où Boulanger obtient en général le dosage, c'est 40% de voix de gauche, 60% de voix de droite. Mais il y a 3 bémols à ces succès. D'abord, la période victorieuse de Boulanger est très courte en province. 5 mois, mars à août 88. Il ne sera plus élu en province après à une élection législative partielle. Paris est à part, Paris arrive après, au moment où la décrue est commencée en province. Deuxièmement, les succès ont masqué les échecs, et il y en a. Et il y en a beaucoup en réalité, parce que les boulangistes ont une tactique parfaitement malhonnête. Ils posent systématiquement la candidature de Boulanger. Et puis, ils font campagne massivement, et quand ils voient que ça ne mord pas, que ça ne prend pas, eh bien, ils retirent la candidature. Tout en continuant à faire campagne, parce qu'on ne sait jamais. Et qu'avec beaucoup d'argent, on peut arriver parfois à forcer le destin. C'est très net dans l'Isère, où Boulanger envoie une équipe, puis annonce officiellement qu'il n'est pas candidat, et 3 jours après, une seconde équipe part à Grenoble pour faire campagne et épauler la première. Au total, sur 21 partielles, Boulanger est battu officiellement une seule fois, dans l'Ardèche, pour des raisons très spécifiques à l'Ardèche, mais il est battu officieusement 10 fois. Et ça, personne n'en a jamais parlé. Alors que ça prouve que dès le début, une partie de l'opinion lui est hostile. Enfin, troisièmement, en province, la droite et les radicaux prêtent leurs électeurs pour les partiels, ils les prêtent, ils ne les donnent pas. Et quand arrivent les élections générales, ils reprennent leurs électeurs pour eux, et c'est ce qui est logique. Ce qui réduit le boulangisme à ses propres forces, c'est-à-dire pas grand-chose en dehors du département de la Seine. Exemple, la Dordogne. La Dordogne qui est le premier département à élire Boulanger en mars 88. 1 an et demi après, les boulangistes ne peuvent présenter qu'un seul candidat en Dordogne qui fait moins de 1% des voix. Pourquoi? Parce que les bonapartistes ont repris leurs électeurs pour se faire élire eux. Autre exemple de mythe, la Ligue des Patriotes, puissante organisation paramilitaire. On est loin du compte. Il y a quelques milliers d'adhérents qui sont plus nombreux que les comités boulangistes, c'est sûr, mais qui n'ont aucune envie d'aller affronter les sergents de ville. Si Desroulers avait voulu faire un coup d'État, il n'aurait eu avec lui qu'une 50aine de gros bras, pas plus, ce qui est nettement insuffisant. Autre mythe, le boulangisme de la droite royaliste. J'ai trouvé de très nombreux témoignages infirmant cette idée reçue. Au sein du parti royaliste, il y a une opposition très violente au boulangisme et qui s'exprime, y compris dans les journaux, notamment dans les députés de l'Ouest breton, qui sont sûrs de leurs électeurs, qui n'ont pas besoin des boulangistes pour se faire élire, et qui n'hésitent pas à dire qu'il est déshonorant de s'allier à un menteur qui est entouré de tous les ennemis de l'idée royaliste. Enfin, légende suprême, le coup d'État raté du 27 janvier 89, le soir de l'élection de la Seine. Boulanger dîne, vous savez, chez Durand, place de la Madeleine, le restaurant n'existe plus. Et dans le restaurant où règne une joyeuse pagaille, certains, pas grand monde en réalité, dit à Boulanger, que faites-vous? Est-ce qu'on marche sur l'Élysée? L'Élysée n'est pas loin. On y va, il n'y a rien entre nous et l'Élysée. Et Boulanger refuse.
Il avait dit d'ailleurs dès le début, avant même l'élection, le soir du 27 janvier, j'irai me coucher, tranquillement. Boulanger refuse parce qu'il sait très bien qu'on l'attend de pied ferme en face. Nous avons les mémoires du général Brugère. Général Brugère, qui est le numéro 2 de l'Élysée, c'est une sorte de secrétaire général de l'Élysée. Il a écrit ses mémoires, il a tenu son journal, il a écrit ses mémoires, et il le dit très bien que des précautions sont prises. Les jardins de l'Élysée sont gardés, et toutes les garnisons de Paris est en alerte. Dans les 4 cavaleries, il y a au moins un escadron de permanence, chevaux scellés, prêts à partir au premier appel, avec les hommes en tenue de campagne. Et Georges Lecomte oublie aujourd'hui, il était académicien, il était perpétuel de l'Académie française, parce que dans sa jeunesse, il avait ramené Verlaine ivre-mort chez lui et avait édité les quelques poèmes que Verlaine, pour le remercier, lui donnait. Il s'était fait un nom comme ça. Et Georges Lecomte, à l'époque, fait son service militaire à la caserne de la Pépinière, à Paris. Et il raconte, dans ses mémoires, il raconte l'espèce d'émotion de lui-même et de ses camarades quand on leur distribue, on les fait mettre en tenue de campagne, et on distribue le nouveau Lebel et les cartouches de guerre qui vont avec. C'est la première fois qu'on leur en donnait. Et ils savent que s'il y a le grabuge, il va falloir marcher. Donc on attend Boulanger de pied ferme, et lui qui a été ministre, il sait comment ça marche, et il sait très bien ce qu'il attend. En outre, devant le restaurant, il n'y a pas grand monde. Nous avons les dépêches des commissaires de quartier. Régulièrement, tous les quarts d'heure, toutes les demi-heures, il envoie une dépêche en disant « Rien à signaler, circulation non interrompue, full calme ». Les cris à l'Élysée que certains témoins ont rapportés sont des témoignages très tardifs. À l'époque, il n'y en a pas. J'ai beaucoup regardé les journaux, même ceux qui sont favorables à Boulanger, ils n'en parlaient pas. La foule, elle n'était pas là, elle est rue Montmartre, dans le quartier des journaux, parce que c'est la tradition à Paris. Les soirs d'élection, pour avoir des résultats vite, on va aux rédactions des journaux qui les affichent. Donc, durant, il y a quoi, 3000, 4000 à tout casser, lecteurs qui n'ont pas du tout l'esprit belliqueux, qui sont tout contents, parce que Paris est un frondeur, ils ont fait une bonne nique au gouvernement, ils lui ont joué un bon tour, et ils ne pensent pas à aller plus loin. Cette réalité a déjà été mise en avant depuis plus de 50 ans par un de mes prédécesseurs, un historien anglais, M. Sidger, qui l'a écrit sans aucun succès, malheureusement. Alors, dans les quelques minutes qui me restent pour vous parler, je voudrais terminer en me demandant qu'est-ce que le boulangisme, très sommairement, parce que pour répondre à la question, d'abord il faudrait des heures, et ensuite je ne suis pas sûr qu'on puisse jamais y répondre de manière totalement correcte. Le boulangisme est une réaction à une crise multiforme du régime. Crise de structure, crise de conjoncture, crise économique, crise politique, instabilité ministérielle, institutions défaillantes. Il serait trop long d'insister sur ce point-là. Mais vous voyez bien que le boulangisme est l'effet de la crise et non pas sa cause. Alors il y a plusieurs boulangismes, et je crois qu'on a tort de les mélanger à la base. Dans le pays, le boulangisme naît de mécontentements divers, économiques, patriotiques, religieux, etc., de droite et de gauche. Donc, mécontentements inconciliables entre eux. Ce mécontentement, aucun parti ne parvient à le porter, à être un outil de protestation. Il faut un homme neuf, hors système, ça va être Boulanger. Au niveau des partis, il s'agit de la rencontre entre une partie de l'extrême gauche radicale, qui veut changer la République, et les droites qui veulent la détruire. Il y a donc, vous l'avez compris, une contradiction totale, dès le départ, entre ceux qui voudraient un régime présidentiel, ou avec un exécutif fort, et ceux qui voudraient un régime conventionnel, où l'exécutif est supprimé. Entre ceux qui voudraient détruire la religion catholique, et ceux qui, au contraire, voudraient instaurer en France une théocratie. Ces gens-là ne peuvent s'entendre sur rien. Il y a deux liens entre eux, cependant, la haine du régime en place et Boulanger, la personne de Boulanger. Au début, ça suffit à l'évidence, mais ça ne peut que s'essoupler assez vite, surtout quand on passe aux choses sérieuses, c'est-à-dire les élections générales de 89.
J'ajouterais que le boulangisme, c'est aussi la rencontre entre la droite qui a de l'argent et les cadres radicaux, une partie d'entre eux, tout prêts à tendre la main. Car ce fut aussi une escroquerie politique. Tout le monde a le droit d'être candidat au pouvoir, mais à condition de le faire loyalement et au grand jour, de dire voilà ce que je veux faire quand je serai au pouvoir et voilà mes alliés. Le boulangisme n'a fait ni l'un ni l'autre. Il a menti sur son financement et il a menti sur ses alliés en taisant l'alliance qu'il avait conclue depuis décembre 87 avec les royalistes. Et cette escroquerie a été possible grâce au silence complice des radicaux, du parti des radicaux, à gauche, et grâce, il faut bien dire, à la paresse de la droite, qui était prêt à payer un sous-traitant pour faire la restauration à sa place. Boulanger prendrait tous les risques, et puis il se ferait un plaisir d'offrir le trône aux prétendants, au comte de Paris. C'était bien naïf comme conception. Mais la République n'est pas innocente, je vous l'ai dit. Il n'y aura pas eu de boulangisme si elle s'était mieux conduite. Il suffit de citer l'affaire Wilson, un trafic de décoration et d'emploi qui était installé au cœur de la République, à l'Élysée, au premier étage. Wilson avait colonisé la moitié du premier étage pour installer ses bureaux, ses dossiers, et c'est là qu'il recevait les gens qui voulaient un petit ruban à la boutonnière. Résultat, le boulangisme a eu l'effet inverse de son but. Il a rendu irréformable le régime qu'il prétendait réformer. Désormais, le mot révision est quasi factieux. Réclamer la révision, c'est s'exclure du Parti républicain. Et ce sera dramatique pour le régime, qui va évoluer, mais très insuffisamment, surtout l'entre-deux-guerres, et qui ne pourra pas se doter d'institutions que les périls nouveaux réclamaient. Le boulangisme, c'est aussi la première apparition, plutôt une des premières apparitions en France, en régime républicain, d'un mot très galvaudé aujourd'hui, le populisme. Le peuple lancé à l'assaut de la République, qui se veut, elle, pourtant, le régime du peuple, pour le peuple et par le peuple. Et cela on explique aussi l'incompréhension des républicains, qui se voient contester sur leur propre terrain. Et cela explique qu'une partie de l'extrême gauche va se déporter en une dizaine d'années vers l'extrême droite. Ils retrouvent les monarchistes les plus ultras, ceux qui refusent de se rallier, et fonder ce qu'on appellera le nationalisme. Je conclus. Du point de vue de l'historiographie, la politique, vous savez, c'est le domaine de la passion, de l'émotion. C'est le domaine où on rend simple et évident ce qui demanderait plutôt de la nuance et du sang-froid. Tous les témoins ont, volontairement ou pas, le plus souvent d'ailleurs inconsciemment, manipulé leurs lecteurs et donc les historiens, qui le savent en théorie, qui l'oublient souvent en pratique. Le boulangisme, tout le monde a crié que la République vacillait, alors qu'elle avait un accès de fièvre, un bon accès de fièvre, certes, mais un accès seulement. Vous savez que les philosophes ont montré depuis longtemps que le consentement universel ne prouve rien. Pour le boulangisme, que tout le monde ait cru au péril ne prouve pas que le péril était réel. On l'a surestimé parce qu'on n'a pas diversifié les sources. Un historien canadien-anglais, le regretté William Irvine, lui est allé voir les sources, et il a fait une enquête sérieuse, et il a conclu, comme moi, en minorant nettement le péril couru. Moralité, et il faut le dire, ne serait-ce que dans cet endroit où nous sommes, l'humble labeur de l'érudition reste indispensable pour faire de l'histoire sérieusement. Et puis il y a une leçon de prudence à tirer. Les extrêmes sont en général minoritaires, mais ils sont toujours très bruyants. Ils font beaucoup de bruit et ils arrivent à donner une audience assez disproportionnée par rapport à leur force réelle. On aura d'autres exemples, la Troisième République, la Revanche, par exemple, ou la réforme électorale. Aux historiens de rester méfiants, d'écouter, pour la politique, ceux qui gardent le silence, ceux qui ne s'expriment pas. Or, c'est là souvent qu'est la réalité la plus dense, la plus forte. Les sources naissent de l'anomalie.
Les économistes, pendant longtemps, ont fait l'histoire des entreprises à travers des dossiers de faillite, parce que c'était souvent la seule source. Mais ils ont fini par se rendre compte que cela leur donnait une vision pathologique de la vie économique. Ils étudiaient ce qui ne marche pas, ce qui se casse la figure, ce qui n'est pas les bonnes façons d'approcher. De même, les bagarres entre le maire et le curé dans les villages au XIXe siècle. Une tarte à la crème de l'historiographie. Alors oui, il y a des dossiers qui font état de toutes ces bagarres continuelles. Mais on n'a pas les dossiers de tous les endroits où il ne se passe rien, et qui sont infiniment plus nombreux que les endroits où il y a des problèmes. Les sources, encore une fois, ont toujours un aspect trompeur. Alors, encore une fois, c'est à l'historien d'écouter les gens rester silencieux. Merci pour votre attention. Cher Bertrand, alors on va passer la parole à la salle. Pas besoin de faire circuler un micro, parce que maintenant on a révisé l'installation. Quelqu'un peut lever le doigt et prendre la parole, ça sera, on est en captation, tout à fait audible ensuite à la captation, et si vous parlez suffisamment fort, je pense que évidemment pourra prendre vos interrogations, donc n'hésitez pas. La parole vous est donnée par rapport à cette magnifique leçon d'histoire. Les pauvres sont un peu assommés par ce déluge sur les sources du boulangisme. Cet éloge des trains qui arrivent à l'heure à la fin, effectivement, nous a un peu impressionné, mais il y avait bien d'autres choses. On a l'impression finalement que le boulangisme, c'était peut-être la première cognitive, comme on dit de nos jours, et que Paris, comme tu l'as montré, il vivait un peu à part, sans avoir non plus le pouvoir d'influencer la France. C'était peut-être un réseau social à lui tout seul et qui tournait un peu en boucle. Oui, mais... Après tout, une révolution comme 1830 ou 48, ça se fait à Paris en tout petit comité avec 10 000 acteurs, pas plus. Et Paris n'est pas du tout au même tempo que la province, qui suit, c'est la dernière fois qu'elle le fait. Mais bon, la commune aussi, Paris est tout à fait à contre-courant de la province. Mais le boulangisme, oui, c'est la preuve à nouveau que Paris ne fait plus la loi en France. Et c'est ce qui est logique, finalement. La province... Paris ne gouverne plus la France. C'est la province qui gouverne la France de Paris, depuis Paris. Donc, alors, bulle cognitive, oui, en effet, tout à fait, là, cette espèce de chaudron en ébullition permanente, c'est très trompeur. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas une transition? On peut peut-être appeler l'opinion publique, qui est toujours une opinion minoritaire, c'est l'opinion des personnes, mais peut-être aussi l'opinion des personnes passionnées, un peu comme ces personnes qui s'intéressent à la politique, qui représentent peut-être qu'1% de la population de Paris, mais il y a un moment où il y a une opinion publique qui est certes minoritaire, mais agissante, qui tient les leviers, alors que là, on a l'impression d'arriver à, c'est peut-être pour ça que je parlais de bulle cognitive, à des gens qui ont l'opinion, mais qui n'ont plus les leviers. Je ne sais pas si je me fais très bien comprendre. Mais je pense d'abord que, oui, il faut toujours séparer le citoyen de base et puis le militant, qui sont ces deux mondes différents, et les discordances sont très importantes, ça c'est vrai. Et puis il y a les militants, puis au-dessus il y a les cadres. Mais je crois quand même que le Parisien de l'époque est une bête politique. Il aime ça. Il aime ça. Il ne va pas forcément dans les réunions, mais ça l'intéresse. Il lit les journaux. À l'époque, il est usuel de lire au moins 2 journaux par jour, un du matin, un du soir. D'ailleurs, encore dans les années, je crois que c'est vers les années 50, en 1950, dans le budget type d'un ouvrier parisien, la CGT avait écrit prix d'achat de 2 journaux chaque jour, un du matin, un du soir. Donc les Parisiens s'intéressent à la politique. Et il y a quand même du monde quand on va à la Concorde, quand le jour où Boulanger doit faire sa grande entrée élu pour la première fois, il y a du monde. Les gens viennent. Puis les Parisiens sont des badauds. Ils veulent voir. Ils ne veulent pas manifester forcément.
ils veulent le voir. On le verra en 1934, encore une fois, de manière encore plus tragique. Je pense que les Parisiens ont été mobilisés. D'une certaine façon, oui. Ils ont été mobilisés. Les résultats électoraux, les taux de participation sont quand même extrêmement élevés. Plus qu'en 81, par exemple, en 85. Donc, oui, les Parisiens sont... Je ne crois pas qu'il y ait eu une sorte de discordance entre des Parisiens finalement assez calmes et des militants trop... Mais c'est vrai que quand j'ai cité les 20 000 militants qui vont dans les meetings, oui, là où il y a des bagarres, parce que les meetings sont violents à l'époque, très souvent. Il y a eu des coups de couteau dans les... Lullier, un boulangiste, n'a dû son salut que parce que son portefeuille en cuir a arrêté la lame du couteau. Et il est usuel à l'époque, quand on est un vrai homme, d'aller avec un revolver dans un meeting. Dérouler de la sortie d'un meeting, est agressé par des non-boulangistes, il doit sortir son revolver pour se dégager. À l'époque, c'est partie des mœurs. Bon, on n'a pas à regretter, bien sûr, ce temps de ce point de vue-là. Mais les Français, les Parisiens sont mobilisés, ils aiment la politique, ils y croient. C'était, de point de vue-là, c'est une heureuse époque pour les journalistes et pour les hommes politiques. Je dois vous remercier parce que c'était vraiment passionnant. Et ce que je voulais demander, c'est vous demander, est-ce que, à votre connaissance, il y a d'autres mouvements un peu de ce type en Europe à la même époque? Et il y a aussi j'ai aussi une autre question. J'ai compris en vous écoutant que finalement les milieux d'affaires étaient restés complètement étrangers à travers la bourse. Oui, la réponse est oui. En gros, Boulanger a trouvé quelques financements auprès de quelques grandes entreprises, notamment le commandant Herriot, qui était propriétaire de magasin du Louvre. Qui lui aurait donné jusqu'à 700 000 francs, ce qui n'est quand même pas rien. Mais au total, les milieux d'affaires n'ont pas cru au boulangisme. Et en fait, il n'avait pas beaucoup de reproches à faire à la République, qui était socialement très conservatrice et qui, quand même, gérait le pays dans un sens qui leur était favorable. Alors, d'autres mouvements à l'époque, dans d'autres pays, aussi spectaculaires, non. Non, je ne pense pas. Il y a le mouvement antisémite nous avons ici un spécialiste de la question, et le mouvement antisémite en Autriche, en Allemagne, en Russie aussi, etc. Mais il n'y a pas l'équivalent. Je sais qu'il y a eu des incidents dans le pays. En Belgique, qui est un pays qui est en train de lutter pour... le grand départ, c'est le suffrage universel en Belgique, qui n'est pas encore instauré, et donc il y a des affrontements assez violents. Il y a en Espagne, où il y a des coups d'État, c'est quand même assez fréquent, il y en a encore un en 98, quelques années plus tard, mais je ne crois pas qu'il y ait un mouvement de cette ampleur à ce moment-là. Mais si quelqu'un veut me contredire, j'en serais très heureux. Enfin, je voulais te poser la question, quand est-ce que la distinction droite et gauche c'est insinué ou c'est proclamé dans le boulangisme pour jouer un rôle important? La droite et la gauche sont présentes dès le début. Oui. Le boulangisme, certains ont affirmé que le boulangisme était né à gauche, d'autres à droite, et en fait, je crois qu'ils se trompent, il naît de la rencontre des deux. Si Boulanger, c'est vrai que les premiers qui lancent Boulanger, le comité républicain national est composé de radicaux surtout, de radicaux dissidents, qui commencent à trouver que, pour eux, notamment Georges Laguerre est ambitieux et Clémenceau lui libère le passage. Clémenceau est plus doué, il est plus vieux, il a plus d'envergure, et donc il faut essayer de contourner l'obstacle. Ce sont des radicaux. Mais s'il n'y avait pas eu, dès le début, l'argent royaliste, le boulangisme, le comité républicain national aurait été fondé et dissous un mois après, sans argent, pas de campagne électorale, impossible de se développer. Mais quand est-ce que le boulangisme en soi a été vu et combattu comme droite, au lieu d'un élément réformateur de la gauche? Alors, pour les républicains, tout de suite, celle du césarisme. Et l'événement déclencheur, c'est le départ de Boulanger à la gare de Lyon,
après avoir quitté le ministère de la Guerre, il est nommé au bout de quelques semaines commandant un corps d'armée à Clermont-Ferrand. Et donc, Gare de Lyon, pour son départ, une manifestation monstrueuse a lieu, elle est bien connue, vous savez que les Parisiens se couchent devant la locomotive pour l'empêcher de partir, en chantant « partira pas, partira pas ». Les commentaires de la presse républicaine, après, sont horrifiés. Scène de bas empire. Scène indigne d'un peuple libre, etc. Tu vois le ton. C'est du bonapartisme pur pour eux. Donc, pour les partisans du régime, dès le début, le boulangisme est hors du parti républicain, et le fait qu'il soit soutenu par des gens qui sont républicains, et des républicains éprouvés, des vieux, Rochefort ou Naquet, ça paraît incompréhensible. Monsieur, merci pour votre exposé. Je voulais vous poser une question. Est-ce qu'on peut faire un lien entre l'affaire de Panama, l'affaire Dreyfus et le boulanger? Est-ce que ça traduit un état d'esprit en France particulier à cette époque-là? Alors, il y a un lien évident entre Panama et boulangisme, puisque la compagnie de Panama ferme la porte, dépose son bilan officiellement en février 89, mais on sait depuis quelques semaines qu'elle est en état de cessation de paiement. Ça a dû jouer d'ailleurs le succès de Boulanger à Paris en 89. Tous les épargnants ruinés étaient mécontents. Donc il y a un lien. Et puis les boulangistes, comme les républicains, ont touché de l'argent. Tous les partis ont été de la fête, si je puis dire. L'affaire Dreyfus, c'est un peu plus compliqué dans la mesure où c'est après, 10 ans plus tard, dans un contexte qui est quand même assez différent, à tout point de vue diplomatique. La France, 10 ans plus tard, la France est un allié, la Russie. 10 ans plus tard, l'antisémitisme, comme c'est quand même plus développé, tout en restant plus modéré qu'on ne l'a dit sans doute, je crois que quand même, on retrouve un peu les mêmes hommes dans le boulangisme et dans l'affaire Dreyfus. Et il est évident que certains boulangistes ont vu dans l'antidreyfusisme une revanche possible. Dans le cas d'un homme comme Déroulède, c'est net. Un homme comme Lucien Millevoye, un bonapartiste, c'est net aussi. Plusieurs ont dit, c'est l'heure de la revanche est venue. Comme il avait vu dans le Panama au début. Le Panama, un scandale qui allait balayer la République et qui est un scandale qui a fait flop, en fait. Oui, donc il y a un lien qu'il ne faut pas surestimer. Il y a un lien, et d'ailleurs beaucoup de républicains l'ont dit quand commence l'affaire Dreyfus, eh bien, la boulange renaît. J'ai lu plus souvent cette expression. Vous dites qu'il est dommage que vous dites qu'il est dommage que le boulangisme ait en quelque sorte gelé les institutions de la Troisième République, mais est-ce que le boulanger n'aurait pas pu aller plus loin dans le cadre des institutions actuelles? Je pense que, d'abord, les boulangers n'avaient aucun projet précis. Ils voulaient réformer. Où, vers quoi, on ne sait pas. La seule chose qu'on savait, c'est qu'ils supprimeraient le Sénat. C'était la seule précision qui était leur ennemi. Mais modifier la République, je pense que c'était possible, parce que la République a évolué, on l'oublie souvent. Il y a eu un grand livre qui est paru il y a quelques années de M. Nicolas Rousselier, La force de gouverner, où il étudie le pouvoir exécutif et montre bien que sous la Troisième République, il a évolué. Il est très faible au départ, notamment le chef de l'État. Il va peu à peu se développer, avec, vous le savez, la création en 1935, pour la première fois, d'un service à l'hôtel Matignon, d'un service de la présidence du Conseil. Donc une évolution. C'est aussi apparaître les décrets-lois qui permettent de gouverner, comme on dit aujourd'hui, par ordonnance. Donc l'exécutif va se renforcer un peu, totalement insuffisamment. On le verra en juin 40. Alors vous me dites, vers quoi aurait-il pu aller? Je pense qu'il y a eu tout un courant, aujourd'hui un peu ignoré, de réflexion pour modifier le régime. Et modifier, soit en révisant la Constitution, mais ça se heurtait à de gros problèmes, parce qu'on savait que le Sénat serait contre, ce qui d'ailleurs rendait la chose à peu près impossible, mais on pensait à réformer soit le mode de scrutin, pour donner une majorité plus compacte, soit surtout réformer le règlement de la Chambre, qui était un texte facile à réformer et qui avait en réalité plus d'importance que la Constitution elle-même. Il réglait les rapports entre les ministres et les assemblées, et il les mettait dans un état, les ministres, total de dépendance et de subordination. Et là, il y a eu plusieurs
tentative de réforme, dont la plus importante a lieu en 1898, avec une commission, la réforme du règlement de la Chambre, qui n'a abouti à rien. Par exemple, on voulait lutter contre l'absentéisme des députés. Et vieille histoire, et éternelle histoire même. Alors, c'est en 1909 qu'on a imaginé, par exemple, un régime d'émargement. En entrant en séance, le député signe. Le problème, c'est que une fois avoir signé, ils peuvent ressortir, et puis que leurs copains signent pour eux. Tous les régimes d'émargement connaissent ce phénomène. Par conséquent, on n'a abouti à rien, mais je pense que c'était une voie. Il a manqué une volonté politique. Il a manqué à la classe politique une culture politique un peu haute, lui permettant de comprendre qu'on ne peut pas totalement continuer comme on l'a fait jusqu'à présent, avec des ministres dont certains ne durent que quelques semaines, avec aussi un certain nombre de problèmes qui fait que le citoyen est désarmé devant le pouvoir législatif. Certaines lois votées aujourd'hui ça aurait été recalées devant un conseil constitutionnel si on avait eu un. La loi est toute puissante. Donc, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Là, c'est l'histoire-fiction, c'est toujours passionnant, l'histoire-fiction, mais j'hésite à vous répondre de manière un peu trop nette et catégorique. Mais je pense quand même qu'une évolution était possible, à mon avis. En tant qu'archiviste et ancien élève de cette école, je suis frappé par votre phrase de conclusion que je trouve assez magistrale. Vous dites la source naît de l'anomalie. Oui. Alors ça, c'est quelque chose dont on est toujours plus ou moins conscient quand on travaille dans le domaine, mais effectivement, là, c'est extrêmement frappant. Et donc, vous parlez aussi, grosso modo, vous avez aussi, je ne sais pas si vous avez utilisé le terme, mais vous parliez grosso modo de la majorité silencieuse. Et donc, en fait, l'impression que j'en retire, la conclusion que j'en retire, c'est pour reformuler que toute source historique, en fait, c'est le biais du survivant. C'est-à-dire, on n'a vraiment que ne subsiste que le document qui n'est qu'une exception. Et pas le document qui permettrait de mieux comprendre, comme vous dites, la majorité, je ne sais pas comment on pourrait le dire. Oui, l'historien doit s'efforcer de corriger cela. C'est extrêmement difficile. C'est pour ça que l'histoire est un art et pas seulement une science humaine et qui demande de l'intuition et du talent. Et il y a des choses qu'on ne pourra jamais prouver, en effet. Mais il faut diversifier le plus possible son information. On a un exemple très connu, c'est sous Vichy, le préfet de police envoyait régulièrement des rapports à Pierre Laval. Et un historien a étudié les rapports qui ont été le dernier rapport adressé à Pierre Laval avant l'insurrection d'août 1944. L'information récoltée, elle part de la base, c'est le commissariat de quartier. Et puis elle passe au commissariat d'arrondissement, puis au préfet de police. Puis elle l'envoie à Vichy. Au niveau des commissariats de quartier, la température est brûlante. Tous les policiers disent « attention, ça va péter, l'insurrection est proche ». Et suivant le fil, on arrive sur le boulevard de Laval à une certaine effervescence règne dans Paris. Pourquoi? Parce que là, dans ce cas précis, c'est que tous les fonctionnaires le savent, on ne peut pas tout dire à son supérieur. La parole du fonctionnaire est encadrée également par des codes, souvent parfois tacites. On ne peut pas dire à son supérieur « ça ne va pas parce que vous êtes incapable », c'est impossible. Donc il faut tourner ça. C'est très net dans le cas du boulanger. Les policiers, les adresses policières, on sent très bien en dessous qu'il y a une légère scepticisme. Mais c'est toujours très, très poli. Alors comment corriger les lacunes des sources? Je crois en restant très raisonnable, parfois, tout simplement. Il y a eu quelques années un travail d'un historien canadien sur l'antisémitisme à l'époque du boulangisme en 89. Ce qu'on dit des Juifs en 1889. Il a fait un travail de Romain dans tous les gens de l'époque. Il a ramassé tout ça. Résultat, on a l'impression que c'est un torrent, un déluge d'antisémitisme. Mais ce qu'il a ramassé, c'est une goutte d'eau.
par rapport à tout ce qu'il y avait dans la presse de l'époque. Et donc, quand on garde raison, on s'aperçoit qu'il s'est trompé tout autant, à mon avis, en donnant à un phénomène qui existe, il ne s'agit pas de le nier, on lui donne une ampleur qu'il n'a pas. Je crois donc que toutes les sources doivent être critiquées. Une source non critiquée trompe. Déjà critiquée, parfois elle trompe quand même, donc prudence, beaucoup de prudence. Monsieur. Vous avez mentionné une alliance avec les royalistes. Si je vous ai bien compris, vous avez mentionné à un moment qu'au sein du parti, il y avait des positions fortes qui s'exprimaient. Oui. Alors, quelle est la nature de cette alliance et qu'est-ce qu'on sait de la position du prince? L'alliance se noue en fin 87, quand Boulanger a quitté le pouvoir et il veut y revenir. Et donc il cherche, il est prêt à se lier avec n'importe qui. Et c'est à ce moment-là qu'un de ses lieutenants l'emmène chez le baron Macquot, qui est le meneur parlementaire du royalisme. Et à ce moment-là, une alliance, c'est là que l'alliance est conclue. Elle va après prendre une tournure plus nette, notamment surtout à partir du moment où l'argent va commencer à rentrer, à couler. Mais le principe est très précoce. Alors, quand ça sera connu, Boulanger dira « Je n'ai jamais promis qu'une chose royaliste, j'aurais promis d'abolir la loi d'exil, permettre aux prétendants de revenir à Paris. » C'est un mensonge. Boulanger a promis la restauration. Qu'il ait pensé le faire vraiment, ça on peut en douter sérieusement. Il paraît très évident qu'il a menti aux royalistes, en promettant ce qu'il était décidé à ne pas faire. Mais il a bien promis au pape aussi, ou laissé entendre, que s'il avait l'appui des catholiques, on pourrait revenir sur les unités italiennes et rendre au pape les états pontificaux. Boulanger était prêt à promettre n'importe quoi à n'importe qui. Donc, ces paroles ne valaient absolument rien. Alors, l'intrigue au sein du parti royaliste a été menée par un petit groupe, une dizaine d'hommes, dont Albert Demain, qui après d'ailleurs essaiera de faire un peu oublier cet épisode dont il dira que c'était un des pires de la vie, que des gens comme le baron Macquot, comme Arthur Meyer, le patron du Gaulois, ou le marquis de Breteuil dont je parlais, et surtout Jules Auffray, qui est le secrétaire du groupe parlementaire royaliste à la Chambre. Et ces hommes n'ont aucune illusion sur Boulanger. Ils savent que c'est un menteur, ils le méprisent, mais c'est un outil. C'est un outil à leurs yeux et ce n'est que cela. Boulanger va être le bélier qui va enfoncer la brèche, créer la brèche, enfoncer le mur, et après on fera la restauration. Tout en sachant, et Breteuil le dit dans son journal à plusieurs reprises, il le dit, mais est-ce qu'on peut se fier à sa parole? Ils sont bien conscients que l'homme n'est pas fiable, mais ils y vont, et ils vont de l'avant parce qu'ils savent, parce qu'ils n'ont pas d'autres cartes à jouer, ils savent que la cour royaliste est en train de s'effondrer, que l'opinion se détourne d'eux, et que c'est maintenant ou jamais. Au total, Boulanger a reçu des royalistes, estimation minimum 8 millions de francs, ce qui à l'époque c'est une fortune colossale. Sans doute un peu plus même. Alors le prétendant, lui, au départ, était contre, parce que Boulanger avait tourmenté son oncle, Luc Domat, il l'avait chassé de l'armée, et puis Boulanger était l'homme des radicaux, c'était un révolutionnaire, un rouge, un homme pas fréquentable. Il va mettre beaucoup de temps à accepter le principe de l'alliance, qu'il le suivra, Breteuil dira, il avance comme un chien qu'on fouette. Et c'est un peu ça, il est contre, il accepte aussi pour une raison qui n'est pas très avouable, il accepte quand il comprend qu'il n'aura pas à payer, que c'est la duchesse d'Uzès et le baron de Hirsch, un Autrichien, qui vont payer la princesse. Lui ne paiera rien, même si on dira par après qu'il a beaucoup payé, il n'a rien payé, et c'est ça qui l'a poussé à une aventure dont il mesurait pleinement les effets contestables. On a ces notes, il a pris beaucoup de notes pendant la période, on a dans son archive, dans le fond de la famille d'Orléans, on a ces notes, et à plusieurs reprises, il analyse très bien Boulanger, l'homme, qu'il a rencontré une seule fois pourtant, il analyse très bien l'aventure, et il comprend que les chances, très vite, il comprend que les chances de succès sont assez limitées. Vous avez parlé tout à l'heure de l'engagement en politique des Parisiens et de leur intérêt pour ce qui se passe.
Dans quelle mesure cet engagement évolue pendant la période boulangiste et est-ce que ça peut se voir, par exemple, dans une évolution du tirage des journaux ou dans une évolution de la participation aux élections, aux différentes élections auxquelles Boulanger a pu participer, que ce soit une participation pour Boulanger ou contre Boulanger? L'intérêt des Parisiens se maintient tout au long de la période, très fort. Et même après. Aux élections de 89, les boulangistes ont un excellent score. Ils ont plusieurs sièges, je ne me rappelle plus le nombre exact de députés, entre Paris et sa proche banlieue. Et au municipal de Parisienne de 90, avril 90, les boulangistes, il y a 80 sièges à pourvoir, 4 par arrondissement. Les boulangistes n'ont que 2 élus, parce que l'effet plafond de verre se joue par exemple, mais ils ont encore près de 25% des voix. Il y a donc une permanence d'un intérêt pour le boulangisme, pour la politique et pour le boulangisme en particulier. Qui va se continuer. Paris va élire des députés boulangistes, puis après nationalistes, jusqu'à la guerre, au moins, et encore après. La prépondérance de Paris sur la province, j'ai cru comprendre, à partir de la commune. J'ai bien entendu ou... Non, la commune est la première révolution tentée à Paris qui ne marche pas. Ou qui réussit à Paris, mais qui ne réussit pas en dehors. Et les tentatives qui ont eu lieu à Narbonne, Saint-Étienne, etc., à Lyon, ont échoué. Paris se retrouvait avec la... non, en fait, je me trompe. Il y a un précédent, c'est juin 48. Les journées de juin où on s'est battu dans Paris étaient très, très violemment, mais là, les insurgés n'ont pas réussi à conquérir Paris. Ils ont été battus dans les rues de Paris. Mais on a plusieurs exemples pour juin 48, justement, notamment Tocqueville le dit dans son journal, où ses électeurs en Normandie lui disent « mais on va aller à Paris et on va rétablir l'ordre, parce que maintenant il y en a plein le dos des Parisiens ». C'était une réalité. Là, le divorce est déjà net, la commune va le consommer et le boulangiste va prouver qu'il est une réalité. C'est mon avis. Peut-être d'autres penseraient autrement, mais je pense vraiment que Paris est un point d'observation trompeur de ce point de vue-là. Bon, la fatigue est dents, je crois qu'il faudrait libérer ces malheureux. Merci.